Bonjour et bienvenue dans le premier programme culturel slash favori de l'année. Eh bien écoutez, on va commencer par le mois de janvier. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous allez bien, que vous n'avez pas attrapé ni grippe ni saloperie, sachant que je me suis traînée 8 semaines avec cette grippasse, slash bronchite, slash je ne sais pas quoi, et que je ne suis pas encore folichonne, mais on est sur la bonne voie, hein, on le voit, alors on espère que ça va pas recommencer et que les vaccins, enfin le vaccin contre la grippe va faire son effet rapidos, hein, avant que je ne replonge. Écoutez, j'espère que le début de l'année et toutes les vidéos qui ont été mises en ligne, vous ont plu. Oui, il y a eu ma tronche partout pratiquement. Donc voilà, première vidéo sans ma tronche. Voilà, il y en a qui sont contentes. On va parler de ce que j'ai vu au mois de janvier. Alors il y a un documentaire. Et attention, ça va couiner, mais ça, bon, vous avez l'habitude de m'entendre couiner. Et ensuite, on va parler de 4 séries en entier et d'une moitié. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas parce que je l'ai abandonnée, c'est que je peux plus la regarder. Alors, première chose dont on va parler, attention à l'écran, je vous mets l'affiche et là, je queen, documentaire de Blur. Oui, oh bah ça va, hein. Alors, c'est un documentaire qui a en fait été fait lors de leur préparation du concert de Wembley, qui... en fait, c'est vraiment un documentaire qui retrace le parcours du groupe. Alors, il y a les premières images du groupe qui répètent, qui se rencontrent entre guillemets pour la première fois pour faire cet album. Et ensuite, pour commencer à envisager de ce qu'ils vont faire après, parce que c'est vraiment un truc qui leur est tombé dessus. Hein, voilà. Et qui va se poursuivre le long des warm-up, ou le long de leurs essais, de leurs répétitions sur scène, avec les aléas aussi d'un groupe. Et de la vie, hein, puisque Dave s'est blessé au genou, donc ils n'étaient pas sûrs de pouvoir monter sur scène sans leur batteur. Hein. On est bien d'accord que c'est un peu cucu. Jusqu'au concert de Wembley, voilà. Donc, écoutez, ouais, alors il y a des images d'archives, etc. Bon, bref, un documentaire, quoi. Alors que vous dire de plus, je sais pas. Pour ceux qui débarquent, voilà. Pour ceux qui débarquent, rapide retour en arrière sur l'histoire de Lisa et Blur. Première écoute mars 1990 sur une audio-cassette, oui, bon, on fait ce qu'on peut, hein, on est vieux, enfin, on est vintage. Premier concert, juin 90, ça remonte, oui, ah bah ça va faire 25 ans cette année. Non, 35 ans, oui, 35 ans de bonheur quand même, hein, ouais, bah de bonheur, d'amour blurien musical, on est bien d'accord. Voilà, je les ai suivis la plus grande partie de ma vie, hein. 35 ans sur 55, ça fait quand même beaucoup. Et que un documentaire sur Blur, ça se loupe pas. On est bien d'accord sur la question. Alors déjà que j'ai loupé Wembley pour une histoire d'infiltration, arthrose slash grosse merde au genou et à la cheville, je vous raconte même pas les glandes que j'avais ce jour-là. Heureusement, j'avais mes petits amis bluriens qui étaient eux, hein, puisque c'est avec eux que je devais aller, qui m'ont fait plein de vidéos ce soir-là, enfin ils ont été adorables, bref. Alors, on retrouve en fait ces 4 amis, potes de lycée et d'université, puisque en fait Damon et Graham se sont rencontrés au collège. Graham a rencontré Alex à l'université, qui lui-même connaissait Dave, enfin bon, vous voyez le truc. Et qui en fait ont atteint les sommets musicaux avec leur premier succès dans les années 90 et 91 et qui ont des chansons emblématiques. Alors si vous ne connaissez pas Blur, parce que alors très souvent en France, hein, on va dire ça, parce que dans le monde entier ils sont très connus. En France, voilà. Alors en France vous connaissez au moins une chanson. Si vous êtes très nul en Blur, vous connaissez au moins une chanson, c'est Song 2.
Si vous la connaissez, allez chercher rien que l'intro. Elle était dans FIFA 98. Elle illustre tous les reportages sportifs. Au moins une fois par semaine, elle est dans un reportage sportif. Elle a fait des pubs à la télévision. Enfin bon, bref, Blur. Et Song 2, c'est la plus connue aux États-Unis, qui ne reflète alors absolument pas le style de Blur, mais écoutez, hein, voilà, truc, et qui ont fini par arriver à faire Wembley 2 soirs de suite, donc à plus de 80 000 personnes à chaque concert, dans une enceinte très connue et que je connais bien pour être une enceinte de football. Ah oui, ben si. Alors, le documentaire s'appelle To the End, qui est une chanson très connue de Blur. Oui, oh bah ça, c'est évident. Chanson très très belle, dont le clip est calé sur un film français que je vous laisse découvrir, et qui est une de mes chansons préférées en l'occurrence. Alors, il faut dire que c'est un documentaire qui m'a beaucoup remué. Alors, vous allez dire, ah, il est blanc. Enfin, pas que ça. En fait, ça m'a beaucoup remué parce que, premièrement, j'ai revu défiler 35 ans. Ça aide. Parce qu'il y a des images d'archives et quand ils étaient tout jeunes et que moi j'étais jeune aussi, enfin que j'avais le même âge, parce que j'ai à peu près le même âge qu'eux. À un an près, j'ai le même âge que tout le monde. Et que je les ai vus à peu près... pas partout, mais en tous les cas sur le continent européen, à peu près partout. J'ai évidemment fait Hyde Park 3 fois, si, 3 fois. Glastonbury, Reading, les Eurockéennes, Werchter, le Bataclan, l'Olympia, Lyon, Copenhague, qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi, Barcelone, Lisbonne. J'ai dû faire... un obscur festival ou en Hongrie ou en Pologne ou je sais pas, enfin vers là, au début. Voilà, et ne comptons pas les salles de concert, hein, évidemment, bien entendu, à Londres et à Liverpool. Alors, et j'ai loupé Wembley, oui, on est au courant. Ne remets pas le couteau dans la plaie. Et du coup, là, ça a remué le couteau dans la plaie parce que je me suis aperçue que j'avais loupé le concert du siècle. Voilà, ça c'est fait. Alors, honnêtement, les voir dans ce documentaire, se retrouver après 10 ans d'une vie tourbillonnante pour chacun, parce que chacun a ses activités, sont d'ailleurs pratiquement trop se croiser, hein, c'est ce qu'ils disent, puisque Damon est occupé avec les tournées de Gorillaz et tous les autres projets de Damon, hein, parce que en fait, en gros, il doit en avoir un par semaine. Alex, qui est à la tête d'une ferme, d'une fabrication de fromage et qui fait un festival dans sa propriété, sans compter ses chroniques dans certains journaux britanniques. Tous les projets aussi, hein, de Graham, beaucoup moins éparpillés que Damon, mais voilà, et son nouveau groupe qu'il a formé avec sa compagne, The Wave, et les activités musicalo-politico... tout ce que vous voulez de Dave, hein, qui s'est lancé en politique, qui continue à courir à droite, à gauche, selon les sollicitations. Et surtout, alors il faut quand même lui tirer ce chapeau-là, qui a soutenu les fans pendant le Covid, puisqu'il a très régulièrement, maintenant on peut le dire, organiser des zooms fermés, hein, bien sûr, pour les fans, voilà, d'un groupe très très privé, qui est géré par sa compagne d'ailleurs, qui faisait des zooms pratiquement toutes les semaines pour parler avec les fans. Alors pas forcément parler de Blur ou des chansons, ça revenait bien sûr sur le tapis, on est bien d'accord, mais principalement c'était pour nous demander ce qu'on faisait, qui on était, comment on vivait ça, est-ce qu'on n'était pas seul, etc. Bon bref, voilà, donc ils se sont pas trop vus pendant 10 ans, et là, ils arrivent dans la propriété de Damon, qui est au fin fond de l'Angleterre, voilà, et en fait, leur lien, qu'on voit indescriptible, c'est leur amitié, même un certain amour fraternel, revient
automatiquement, que ça soit Alex et Damon qui vont à la plage comme deux ados qui se marrent dans les vagues comme deux crétinos, Damon qui arrive avec Graham en fait dans sa pièce de studio d'enregistrement et qui sont entre retenus et gros câlins parce que en fait eux c'est toujours pareil, hein, c'est vraiment voilà, ils sont indissociables mais ils sont très pudiques quand ils sont tous les deux, alors Graham est très très pudique quand même comme mec, et Damon serait plus démonstratif, alors du coup ça fait toujours un truc un peu ambigu, parce qu'ils savent pas s'il faut qu'ils s'avancent pas, mais au final ils se font des câlinous. Et Dave qui est véritablement le pilier immuable. Le type c'est la colonne vertébrale de Blur, c'est-à-dire qu'autour, ils sont tous autour, ils font un peu n'importe quoi, et lui il est là, le pilier. Et en fait, dans ce documentaire, ce qui est joli, en fait, c'est qu'ils parlent de leurs doutes, des angoisses. Alors, des angoisses de musiciens, mais de leur angoisse de vie aussi, de vieillir, de voir les choses passer, de voir les années passer. Ils parlent de leurs envies, de leurs coups de gueule, parce que Damon, il reforme le groupe pour ce concert, et il n'a pas du tout envie qu'il soit ridicule. Ça voilà, donc il a une idée précise de ce qu'il veut sur scène, et donc il les exhorte un peu à dire non, attendez les mecs, ça va 5 minutes, mais moi ça va pas ce que vous faites, quoi. Et toi, les autres, ouais c'est bon, ils ont un peu l'habitude de la bêtise. Quand ils sont en fait dans la même pièce, et le documentaire on le voit, c'est qu'en fait la magie opère et qu'ils redeviennent les 4 garçons qu'ils étaient en 88-89 quand ils répétaient dans des salles obscures de leur lycée, qui faisaient leur première prestation scénique sur la scène de théâtre dans le lycée ou dans le pub du coin où il y avait très très peu de monde, et où ils étaient juste Seymour, puisque c'était le nom du groupe au début. Avant, enfin il y en avait un autre avant, d'ailleurs c'est très sympa de l'avoir vu parce que c'était les premiers dessins de Graham qui illustraient une future pochette d'album, donc comme quoi vous voyez ils avaient déjà de la suite dans les idées, et c'est assez mignon de les voir en tant qu'adultes se rappeler qui ils étaient, et qui quand ils sont dans une même pièce, il y a cette alchimie qui revient immédiatement. D'ailleurs Alex a des très jolis mots sur ça, pour l'exprimer, c'est-à-dire quand ils sont ensemble, ils ont de nouveau une 19-20 ans. Voilà, c'est très très étrange, mais c'est comme ça. Et donc on voit toute la préparation du concert de Wembley, alors les warm-up, la blessure au genou de Dave, le stress aussi, parce que il y a une pression, parce que c'est un stade mythique, tous les grands groupes et tous les grands artistes rêvent de faire Wembley, et eux, ils n'avaient jamais pensé le faire. Alors, excusez-moi, Hyde Park, ils ont quand même fait énormément de monde, hein, quand même. Mais c'est pas pareil, c'est un festival en plein air, etc. Là, c'est enfin, je sais pas si vous êtes allé à Wembley dans votre vie, mais il faut y aller au moins une fois. Pour voir un match de foot, hein, aussi. C'est une enceinte assez impressionnante, surtout. Donc, c'est aussi une pression parce qu'ils n'avaient pas joué ensemble depuis 10 ans, et on sent qu'il y a une tension, alors qui est à la fois très excités comme des gosses en fait, parce qu'ils sont, alors vraiment c'est des gosses, ils se chambrent, ils se font des petites vannettes, machin, etc. Mais il y a cette pression aussi de faire que, attendez, déconnez pas les mecs, on est Blur, quoi. Voilà, on peut pas se louper, il y a 80 000 personnes devant nous qui sont principalement, on va dire à 90% que des vrais fans de Blur, parce qu'il y a bien 10% dans le truc qui ont pris des billets pour venir les voir, ou qui sont des fans nouveaux, c'est-à-dire qui sont venus à Blur parce que Gorillaz, parce que Damon Albarn, mais qui ne connaissent pas tout le répertoire de Blur. D'ailleurs, le premier rang, c'est assez impressionnant. Vous avez tous les âges. Ça va de 15 ans à 65. Voilà, c'est à peu près comme ça que Blur évolue. C'est-à-dire que toutes les années, il y a des gens qui viennent, alors principalement grâce à Gorillaz et à Damon, et principalement aussi d'ailleurs très souvent à Graham, parce qu'il y a des gens qui découvrent le guitariste et qui viennent, mais c'est très éclectique déjà au niveau des fans, parce que vous avez toutes les couches de la société, puis vous avez toutes
les classes d'âge, ce qui prouve que le groupe a une longévité et surtout un intérêt certain, parce que si des gamins de maintenant, de 15 ans, découvrent Blur et trouvent que Blur est bien et les suivent, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui marche dans le groupe, voilà, qui trouve leur intérêt. Alors nous, on a trouvé quelque chose avec ma génération, les autres, bah, ils trouvent autre chose. Et en fait, To the End est un documentaire sur des adultes accomplis, mais qui, en fait, rajeunissent à vue d'œil quand ils sont ensemble. Ce qui est quand même assez hallucinant. Alors, on pourrait imaginer que To the End veut dire que c'est la fin, mais en fait, non. C'est ce qui est... Enfin, moi, ce que j'ai compris dans l'entrefilé, c'est vraiment, enfin, ce qu'on espère tous en tant que fan de Blur, mais ce qui est sûrement, c'est que c'est en fait une parenthèse. C'est Blur depuis la fin, enfin depuis Think Tank, donc depuis les années 2002-2003, et cet album qui n'est pas un album de Blur, enfin qui en est un, mais qui, comme il n'y avait pas Graham, pour les fans, c'est pas vraiment un album blurien, même s'il a fait un morceau. Depuis ces années-là, en fait, ils se réunissent, ils font des albums quand ils ont envie, au moment où ils ont envie, quand vraiment il y a quelque chose, ils ont quelque chose à sortir. Quelquefois carrément au dépoté, The Magic Whip, il est tombé comme ça, hop, directement comme un cheveu sur la soupe. Celui-là, visiblement, a été un peu plus réfléchi. Mais c'est pareil, c'est que ça soit The Ballad of Darren, qui est le dernier, donc, et The Magic Whip, c'est quand ils ont envie, au moment où ils ont envie, parce que, en fait, même eux ne savent pas quand ils vont se réunir la prochaine fois. À aucun moment ils enterrent Blur, c'est-à-dire à aucun moment ils disent Blur, on se sépare, c'est fini, comme par exemple R.E.M. l'a fait, c'est fini, on arrête, on se sépare, on fera plus jamais d'album. Eux non, voilà, ils laissent la porte entrouverte, là quelque part au fin fond de la maison, et puis un jour ils vont avoir envie, alors un d'entre eux va lancer l'idée à l'autre de dire hey, si on faisait quelque chose, ah bah tiens c'est pas con, tiens on va faire ça, voilà, donc écoutez, ils nous font ça tous les 10 ans donc c'est à peu près ça. En général, hein, 5-10 ans, ils se mettent en route, voilà, ils bougeotent, il y a quelque chose qui arrive, donc on va tabler sur 2034, hein, oui. Voilà, 2033, 2034, bon alors j'espère que je serai sur 4 pattes, si je suis pas sur 4 pattes, je m'en fous, je louerai un fauteuil, un déambulateur ou n'importe quoi pour y aller, parce que là, je peux vous assurer qu'après avoir vu le documentaire, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, super, non mais blurienne à vie, hein, on est bien d'accord sur la question. Donc écoutez, si vous aimez bien le groupe, bah, allez voir To the End, c'est sur MyCanal, donc vous pouvez y accéder. Si vous ne connaissez pas le groupe, eh ben allez-y, parce que évidemment ils jouent des morceaux, il y a des morceaux enfin, il y a leur histoire, donc n'hésitez pas à aller voir, et puis si ils vous exaspèrent, n'oubliez pas que Oasis va jouer cette année, voilà, et que être fan d'Oasis et de Blur n'est pas incompatible, hein, je rappelle, voilà, et que c'est pas la peine que quand je dis je suis fan de Blur, on me disait ben moi je préfère Oasis, ben moi aussi j'aime bien Oasis, voilà, donc la guéguerre continue que pour les attardés du bulbe, mais franchement c'est un très joli documentaire, To the End, et puis le plaisir de voir Alex et Damon à la plage. Ah, les débiles. Bon, bref, bah, un peu comme nous quand on est avec nos potes, quoi. Enfin, les vintage, quoi. Je parle, hein, bien sûr. Alors, on passe au ciné. Oui, j'ai été longue, mais c'est Blur, donc vous savez très bien que Blur, c'est Blur. Alors, oh, écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. Dans la vie, c'est pas toujours facile, hein. Alors, série. On va faire... je sais pas. Non, bah, on va faire comme ça. Alors, j'avais... par ordre de vision. Même si cette série-là, donc Skeleton Crew, qui est Star Wars, que j'ai vu donc sur Disney+, a fini pratiquement au milieu janvier, donc, mais avait commencé en décembre. Donc c'est pour ça que je le mets en premier. Alors, bon, en fait, j'ai repris une couche de Star Wars. Alors principalement, je vous l'ai dit, oui, d'accord, je fais très midinette, on s'en fout. Principalement pour Jude Law. Ah bah oui, écoutez-moi, depuis 93, Jude Law... C'est un peu ma cam, hein. Ah bah si, quand même. Même en vieillissant, je le trouve de... Voilà, je suis très fangirl là, envers Jude Law.
Je vous dis, depuis 93, c'est... En fait, il a fait la... Je me suis aperçue il y a pas longtemps, c'est un de mes copains qui me l'a dit, qui m'a dit, en fait, il a fait un transfert. J'ai fait un transfert entre River Phoenix, qui est mort en 93, et Jude Law, que j'ai vu pour la première fois en 93. Comme quoi, vous voyez, des fois, ça va. Ils sont pas trop éloignés en plus. Hein. Ouais. J'ai peut-être le même type de garçon. Si, écoutez. Tout sujet de sa majesté, un peu grand, un peu blond, un peu qui ressemble à Albator en blond et avec des yeux bleus, ça ne peut que me convenir. Hein. Voilà, River était américain, mais bon, il avait quand même à peu près ce même genre. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, on va voir Skeleton Crew. Je dois avouer que j'avais un peu la trouille parce que la dernière série Star Wars que j'avais vue, c'était Ahsoka et ça avait été très compliqué. Sauf, évidemment, les passages avec Anakin Skywalker et donc interprété par Hayden Christensen, qui sont véritablement les meilleurs moments de la série. Le reste... Voilà. Alors, comme je le disais en décembre, en fait, il faut vraiment, et je vous le dis tout de suite, il faut vraiment avoir une âme d'enfant ou de pré-ado pour apprécier l'histoire. Alors, pas parce que l'histoire serait pas bonne pour des adultes, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est une série qui a une bonne idée de mêler à la fois cet esprit un peu... années 80, films pour ados, vous savez, Stand By Me, les Goonies, etc. Et l'univers de Star Wars, et aussi des adultes qui sont pas forcément, qui sont responsables, mais qui vont passer le flambeau à ces gosses, c'est-à-dire c'est les gamins qui vont prendre les décisions pour les parents, qui vont les protéger, ce qui est assez mignon d'ailleurs. Alors on suit avec grand plaisir les aventures de ces 4 gosses qui découvrent la vie. En fait, ils s'ennuient sur leur planète. Donc, en fait, ils sont sur une planète qui est cachée, qui est là pour produire quelque chose. Et qui vont passer, en fait, on les voit passer de l'âge pré-ado, hein, parce qu'ils ont quoi, 13-14 ans à peu près, quoi. Et encore, je tablerai plus. Bref, à peu près ça. Et qui vont commencer à glisser sur l'ado et presque l'adulte. Voilà, donc ils débarquent un jour, ils s'ennuient, ils découvrent un vieux vaisseau qu'ils arrivent à mettre en route, qui les propulse dans la galaxie, loin de leur planète et dans la galaxie, où ils vont rencontrer, parce qu'on les a mis en prison sur une planète pirate, un personnage qui ne dit pas qu'il est un Jedi, mais qui a des aptitudes de Jedi, c'est-à-dire que, en gros, il sait manipuler la force, et donc ce fameux Jod semble être à la fois un escroc, un voleur, mais avec ce côté où il peut maîtriser la force. Les gamins, il arrive à rentrer en contact avec eux, à être très charmant avec eux, à les protéger, à les suivre, etc. Donc, bon, les petits partent et ils vont partir à l'aventure. Et donc, pendant tous les épisodes, ils veulent retourner chez eux, bien sûr, évidemment, mais il leur arrive des aventures, toujours avec ce fameux Jod qui, petit à petit, nous, en tant qu'adultes, on le voit pas si clair que ça. Eux, au début, ils lui font pas trop confiance, mais quand même. Et puis, très vite, ils s'aperçoivent qu'il n'est pas très très clair et qu'en vérité, c'est un gros pirate escroc, mais qu'il y a quelque chose derrière qui se cache. Et il est peut-être pas aussi sympathique que ce qu'il en a l'air. Alors, les scènes d'action sont taillées pour des enfants. Voilà. Moi j'ai bien aimé le personnage, le développement des personnages, même s'il n'est pas forcément énorme, mais bon, c'est des ados, hein, et ça ronronne un peu avec certains clichés pour ados, mais au final, il y a des bonnes trouvailles, il y a une bonne énergie entre les acteurs, les effets visuels sont vraiment bons, les décors aussi, et puis en plus, il y a quand même ce côté Nouvelle République, Ancienne République qui arrive un peu comme ça et qui fait qu'on est, nous, les personnes qui connaissent l'univers Star Wars, on sait à peu près où on est, où se raccrocher et honnêtement ça pourrait être dans un autre univers s'il n'y avait pas ces références. Voilà.
Mais c'est une bonne série, c'est bien foutu. Je pense que les ados de 12-13 ans comprendront toutes les nuances, y compris les aventures un peu foireuses de ces gamins qui sont assez drôles. Euh, qui trouvent que le monde n'est pas si fantastique que ça, mais en fait en découvrant que en gros les adultes aussi se débrouillent un peu comme ils peuvent, hein. Ils naviguent à vue, bah, ils apprennent. Reste que Jude Law a l'air de beaucoup apprécier de jouer ce mec vraiment pas catholique et que la fin est très ouverte et que visiblement alors je ne sais pas, mais si vous regardez, moi j'adore regarder les défis, enfin le déroulé, les crédits après que ce soit un film ou une série. Et là, à la fin du dernier épisode, il y a un déroulé en dessin, un peu à la façon de The Mandalorian, comme faisait Jon Favreau à la fin du Mandalorian, qui a l'air d'expliquer l'histoire de Jod. Je suis pas sûre, mais ça m'a l'air, d'après les 2-3 propos qu'il dit, ça m'a l'air d'être à peu près ça, puisqu'il dit qu'il a été formé par une Jedi qui est morte dans ses bras, donc, mais qui n'a pas continué son training, d'où le fait qu'il n'est pas un Jedi, on est bien d'accord. Mais qu'il est un mauvais garçon quand même, voilà. Mais sinon, c'est bien foutu. Et je vous dis, si vous avez votre âme d'enfant de prado, moi j'ai suivi les épisodes avec grand bonheur. Il y a 2-3 passages par épisode, mais courts, mais qui sont quand même un peu mous, mais qui passent, parce qu'en fait, il faut s'imaginer, il faut comprendre que la série est calibrée pour des gosses, quoi. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, gardez votre âme d'enfant et de pré-ado, parce que si, en tant qu'adulte, y a des passages que vous allez trouver longs, même si toute la série tient bien mieux que Ahsoka. On est bien d'accord. De toute façon, qu'est-ce qui est pire qu'Ahsoka? Oh bah, je me pose la question. Vivement Andor, hein. On est bien d'accord que Andor va arriver, donc on est bon. Deuxième série que j'ai vue, je l'ai vue vraiment début janvier, Diplomate saison 2 sur Netflix. Alors on est toujours avec la diplomate et ambassadrice Kate Weiler, qui est donc ambassadrice des États-Unis en Angleterre, et qui va se retrouver face à une attaque qui s'est passée à la fin de l'épisode, dernier épisode de la saison 1, puisque vraiment on reprend la saison 2 vraiment le lendemain, style le lendemain ou le surlendemain ou 2-3 jours après de l'explosion qui s'est passée, qui a causé la mort d'un agent américain, qui a blessé grièvement son chef de cabinet et ainsi que son mari. Donc petit à petit, c'est vraiment un jeu de dupes qui se met en place entre les Américains et les Britanniques, dont les informations laissent à supposer que ce sont les Britanniques qui auraient organisé un attentat volontairement qui s'est passé dans la première saison pour garder le parti qui dirige en place. Et bien sûr, vu qu'il y avait un coup de flirtage entre le ministère des Affaires étrangères britannique, très sexy d'ailleurs, oh là là, et l'ambassadrice qui a du plomb dans l'aile, parce que bon, elle est un peu contestée, son mari l'a un peu trahi 2-3 fois, si quand même, à défaut qu'elle ait un peu de plomb dans la tête, quelquefois elle est un peu légère pour une ambassadrice, mais bon voilà, bref, entre les manigances de son mari, les ministères qui manigancent aussi, britanniques, la vice-présidente américaine qui débarque, qui est très retorse, puisqu'en fait elle a quand même Kate Weiler dans le collimateur, puisque celle-ci est pressentie pour être la future colistière du ticket démocrate en tant que vice-présidente, donc du coup elle la remplacerait. Bref, tout ce petit monde est sur les charbons ardents, de petits arrangements en petites trahisons. La saison se déroule avec plaisir, c'est un jeu vraiment de chat et de souris entre les deux époux déjà, et ce qui est assez délicieux parce que clairement ils n'ont plus rien à voir amoureusement ensemble, mais il y a encore la tendresse d'être ensemble, et il y a aussi le couple qui fonctionne parfaitement en politique et dans la vie de tous les jours, et le fait que leur complicité professionnelle peut tout gérer
alors que le couple se délite à l'intérieur, ce qui est quand même assez fascinant. Mais ils restent unis pour cette chose, par cette chose-là. Pour autre chose, et on comprend à peu près ce que c'est autre chose. Alors, la fin laisse évidemment présager une saison 3, que je ne sais pas si elle va arriver, mais en tous les cas, c'est bien ouvert sur une saison 3. Je ne sais pas si je la regarderai. Tout de suite, en tous les cas, parce que là, c'était sorti depuis quelques temps. Je la regarderai, hein, ça c'est sûr, sans véritablement une passion absolument débordante, sauf si vraiment ils arrivent à me faire un coup, voilà. C'est une série à voir tranquillou, sans prise de tête, mais surtout pour le superbe ministre des Affaires étrangères britannique, hein, mais surtout sur le très beau Rufus Sewell, qui est toujours un bonheur à regarder sur toutes les coutures. Hein. Ah si, alors là oui, si, je peux vous assurer, il est vraiment très sexy celui-là aussi. Bref, autre série, et celle-ci très britannique, on revient, parce que en fait, de diplomate et américain. C'est The Tower Death, donc enfin The Tower, et le sous-titre c'est Death Message, donc le message de la mort, c'est la saison 2. Donc nous retrouvons en fait les mêmes protagonistes que de la saison 1, ou presque. Donc on retrouve Sarah Collins qui rejoint le commandement des homicides où son nouveau patron lui confie une affaire non résolue. Elle va faire équipe avec une certaine Hélène Lucas, mais Sarah décide d'enquêter sur une adolescente qui est disparue le jour des funérailles de la princesse Diana, donc il y a 25 ans. Et de son côté, on suit toujours Lizzie Abdama, qui fait son retour au commissariat après sa blessure et qui veut prouver qu'elle est un bon flic, même si elle est des fois trop procédure et donc hors procédure. Et bien sûr, sa volonté d'agir selon les règles est toujours mise à l'épreuve et elle va devoir gérer une affaire de violence domestique qui va se croiser avec Sarah Collins, qui elle ne peut plus l'encadrer en gros. Puisque Sarah, en fait, on le comprend, a été très marquée par ce qui s'est passé dans la fin de la saison 1, et on vous laisse deviner, parce que alors vraiment là, si vous n'avez pas vu la saison 1, vous n'allez rien piger à la saison 2, je vous le dis tout de suite. Elle est assez revancharde, et surtout, elle garde une hostilité non seulement envers le commissariat son commissariat de départ, mais surtout envers Lizzie. Et quand elle va débarquer droite comme la justice, parce qu'elle est vraiment droite dans ses bottes, au sein du service des homicides, elle va se voir donc confier cette disparition qui date de 25 ans. Ça l'enchante pas, mais elle le fait. Et puis un jour, le téléphone sonne et un appel pour violence domestique est lancé, donc elle va s'y rendre, contrairement à ce qu'on lui demande, et elle va croiser le chemin de Lizzie, qui, elle, est revenue au commissariat, tout auréolée d'une gloire qui, est quand même un peu sujette ouais, on va dire sujette à caution quand même, parce que, bon, il y a eu quand même quelques morts suite à cette histoire, mais qui est protégée par son commissaire principal et amant accessoirement. Elle prend toujours son métier à cœur, elle n'hésite pas à foncer tête la première, malgré non seulement les injonctions de ses supérieurs, mais aussi de ses collègues. Et quand elles vont arriver sur cette dénonciation de violence conjugale et qu'elles vont être remises ensemble, elles vont s'affronter, mais elles vont découvrir quelque chose et elles vont creuser toutes les deux sur cette enquête. Alors c'est toujours aussi ancré dans le Londres de nos jours, avec non seulement des distensions policières, mais aussi tout ce qui est autour des communautés diverses à Londres, et pas forcément raciales, hein, des communautés financières aussi, de niveau de vie. Il y a les intrigues, il y a les arcanes de ce commissariat de police qui est quand même un peu sur la sellette et qui est pas quand même... Enfin, le commissaire, il est quand même pas très très réglo, le gars. Alors, comme la première saison, il y a beaucoup de thématiques. Beaucoup de thématiques sont abordées, sont entremêlées. C'est vraiment les sous-intrigues du fil rouge principal. Les personnages ont tous un développement hyper méga intéressant, que ça soit au niveau professionnel ou personnel. Vraiment, c'est vraiment bien foutu. Les soucis personnels, souvent empiètent sur leur vie professionnelle, un peu comme tout le monde, hein, on va vous dire.
honnêtement, la deuxième saison est vraiment très très bonne. Le dénouement ouvre sur une saison de 3 qui ne peut que honnêtement renforcer les soucis, les grosses emmerdes des personnages. Si, il y en a qui vont avoir de gros emmerdes quand même. C'est une très très bonne série british, vraiment sombre, très réaliste, avec des très bons personnages et des personnages, que ça soit Lizzie ou Sarah, qui sont vraiment des femmes qui ont des visions différentes, mais qui font quand même face à l'adversité, quelle que soit l'adversité qu'on leur propose. Voilà. Donc The Tower, Death Message, donc c'est sur Netflix, je sais plus. Non, c'est sur Canal+. C'est sur Canal+. Autre série de Canal+, et alors là, inutile de vous dire que quand j'ai vu que ça arrivait, oh là, je me suis dit, oh là 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 là, ça, je réserve tous mes jeudis soirs, calmez-vous, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, je suis pas là. Rogue Heroes, saison 2. Alors, je rappelle, il faut avoir vu la saison 1. Si, parce que alors... on va utiliser un terme, on va dire, moins vulgaire, mais on va dire c'est jouissif. Ah si, alors déjà, la scène d'entrée de la saison 1, mais pitié, regardez tout en VO, parce que c'est sous-titré en français, vous perdrez rien. Mais j'ai vu à chaque fois un épisode en français doublé. C'est très bien doublé, attention, pas de problème. Mais ça n'a aucun rapport avec le ton et l'humour qui est distillé en VO. Enfin, je veux dire, ils ont traduit, c'est très bien traduit, mais ça relève pas le cynisme de l'imbécilité aussi de la scène. Bon, bref. Et donc, on arrive sur la saison 2, donc on est au printemps 43. À la fin de la saison 1, le capitaine, le commandant David Sterling qui est le chef des SAS, a été enlevé. Et donc, les SAS sont désormais dirigés par l'Irlandais Paddy Mayne, une tête brûlée absolument incontrôlable. Et donc, ils sont dégagés de l'Afrique du Nord, sachant que, de toute façon, Montgomery a réussi à gagner contre Rebelle, donc ils n'ont plus trop d'intérêt là, et on leur dit en gros désormais vous allez vous focaliser sur le débarquement en Sicile et sur le débarquement sur les côtes italiennes, enfin sur la Sicile italienne, mais je veux dire sur les côtes de la péninsule, et donc ensuite avancer sur l'Italie pour envahir l'Italie et repousser les Allemands. Et donc, ils vont se retrouver, c'est ce point de départ. Simplement, il fallait bien qu'il y ait encore une grosse merde, c'est-à-dire qu'ils vont dégager un lieutenant-colonel, en fait, un supérieur hiérarchique à Paddy Mayne, qui va prendre la tête des SAS, et ce chef-là n'est autre que le frère de David Sterling, Bill Sterling. Inutile de vous dire que, alors, le premier avait du mal à gérer Paddy Mayne, alors le deuxième aussi, parce que, alors, le premier est un peu tête brûlée, un peu incontrôlable lui-même, faut dire, alors que l'autre, son frère est droit dans ses bottes. Alors, ça, c'est dès le début. Alors, c'est vraiment un changement d'ambiance pour eux, puisque, en fait, ils sont sans leur chef, puisque Sterling est prisonnier au fin fond d'une prison italienne. Ils sont plus dans le désert, alors qu'ils ont adoré ça. Et donc, le commandement les redéploie sur ce fameux débarquement en Sicile. La tête brûlée, il voit de très très mauvais oeil l'arrivée de Bill Sterling. Et par-dessus, cerise sur le gâteau ou pompon sur le bonnet, la fameuse, on va dire, fausse journaliste / espionne / envoyée spéciale de Gaulle, Ève Mansour, débarque alors qu'on pensait qu'elle était morte. Enfin, on a bien pensé qu'elle n'était pas morte, ou alors vous n'étiez pas très concentré, parce qu'on a bien compris qu'elle allait faire autre chose quand même. Voilà. Et fiancée officieuse du David Sterling, qui lui, donc je rappelle, est en prison, débarque pour foutre le bordel, en gros. Et on comprend, en fait, dans cette arrivée,
que toute la politique, alors c'est très marrant parce que c'est vraiment une femme fatale, hein. Elle arrive, elle est habillée comme si elle débarquait d'un truc de mode, avec des ongles hyper longs, rouges, elle se bagarre, elle saute de voiture, elle a jamais un pli qui dépasse, hein. Voilà. Mais derrière ce personnage un peu femme fatale, années 40, etc., c'est vraiment la politique qu'on comprend. C'est-à-dire qu'on comprend bien que c'est les Américains et les Anglais qui mènent la danse, que les Français sont toujours à la ramasse, qu'en fait De Gaulle, il n'est pas trop aimé par les Américains, et si c'était pas Churchill qui essayait un peu de dire « Ouais, mais il est là, lui, on pourrait lui en faire deux des Français, parce qu'on va quand même peut-être un peu aller libérer la France, quoi. » Voilà, donc l'Italie, au début. Et donc elle est là un peu pour dire oui non mais moi je suis la représentante de Gaulle, Churchill lui a promis ça, je viens voir si c'est vrai, les autres carré, voilà, donc en gros c'est à peu près ça. Donc dès le début du premier épisode on a l'impression que c'est un peu moins irrévérencieux, un peu moins péchu, mais ça va crescendo. Alors ne vous fiez pas aux 2 premiers épisodes qui sont peut-être un peu bizarre, parce que vous vous dites ah c'est moins rentre dedans que le premier, mais attendez, vous allez voir la suite. Et on retrouve des anciens du SAS et puis des nouveaux qui vont arriver, puisque alors les anciens écoutez, ils sont pas très ravis de voir des nouveaux dégagés. Ils sont toujours aussi dangereux, hein, voilà. Alors par contre on voit bien l'effet psychologique de la guerre et des actions qu'ils ont faites et de ce qu'ils ont pu endurer, ou des gens qu'ils ont pu tuer, qui les hantent toujours. Et donc ils vont devenir les éclaireurs d'une plage en Sicile, pour pouvoir en fait mettre un premier pied là, dégager les Allemands qui se trouvent sur la côte, pour pouvoir permettre aux troupes d'envahissement, enfin d'invasion, on va dire, puisque c'est le terme, invasion, c'est vraiment ça, anglo-américaine, de débarquer en Sicile pour pouvoir remonter sur la péninsule italienne. Bon, ça va pas calmer leurs états d'âme et leur peur, hein. Ça non, pas du tout. Alors elle arrive pour bouleverser ce petit monde qui est vraiment bien gonflé en testostérone quand même. Elle a son franc-parler, elle a un esprit frondeur, bon c'est une Française, hein. Youpi, voilà, elle n'écoute absolument aucun ordre qu'on lui donne. Alors Bill Sterling, je pense que mon pauvre garçon, il sait pas quoi faire avec ça. Elle va se retrouver, alors il y a quand même une scène un peu incroyable, parce qu'elle se retrouve parachutée dans la prison où est David en nonne. Alors le Vatican va quand même hurler sur la scène quand même. Si quand même. Mais vous vous demandez comment elle peut arriver en tant que Française, espionne, on veut bien qu'elle est espionne, mais enfin au milieu de l'Italie, encore un peu mussolinienne, mais bon, il s'était un peu cassé la tronche, enfin il était un peu arrêté, mais il y avait encore beaucoup d'Allemands. Elle pénètre dans une prison où il y a des gardes italiens, où c'est hyper rigide, machin, voilà, mais ça vaut son pesant de cacahuètes dans la cellule quand même, voilà. Alors ce pauvre David, lui, a viré complètement fleur bleue. Oh là là, c'est ce qui est encore le plus drôle. C'est la caution romantique, romanesque de la saison 2. Il se morfond dans sa putain de cellule, en imaginant, en dessinant cette fille sur les murs, alors il veut s'évader, ça, on est bien clair, mais enfin bon, voilà. Alors c'est une véritable fleur bleue au milieu de ce bordel ambiant. Il ne veut qu'une chose, c'est s'évader pour rejoindre sa belle, et accessoirement peut-être reprendre la tête des SAS, qui a été rebaptisée par son frangin, petite bagarre fraternelle sur le passage. Alors les épisodes s'égrènent. Alors au début vous dites et puis alors dès que ça arrive, voilà, au 4e épisode, vous vous en prenez mais plein la tronche. Alors ça va, c'est la lente mais très violente avancée des troupes alliées, parce que ça n'a pas été une balade de santé quand même, hein, qui a été ralentie par les troupes allemandes et quelques 2-3 Italiens qui étaient encore sous régime fasciste, qui avaient d'ailleurs eux reçu des ordres très très précis d'Hitler
pour n'épargner aucun membre de commando, quel que soit le commando allié. Ils avaient ordre, contrairement à la Convention de Genève, je le rappelle, hein, si vous faites arrêter, enfin un militaire qui se fait arrêter et qui se rend et qui dépose les armes et qui dit je me rends, je me constitue prisonnier, vous n'avez pas le droit de l'exécuter, hein. Il faut le parquer à la rigueur dans un camp de prisonniers, mais voilà, c'est la Convention de Genève. Alors là, Hitler avait donné un ordre, la Convention de Genève, je m'assois dessus, rien à carrer, tout membre de commando doit être exécuté en la seconde. Pas de procès, rien du tout, on s'en bat l'œuf, même s'il se constitue prisonnier, c'est pas notre problème. Et donc forcément, arrivé à ce moment-là, vous vous y dites, ouh là là, ça va pas le faire. Alors tous les épisodes sont survitaminés, toujours rythmés par cette musique actuelle avec ça boum boum, hein, on y va. Explosion, puis vous avez des moments un peu plus calmes, mais qui malheureusement à un moment donné vont annoncer un retournement de situation qui sont déjà bien bancales. Hein. Ah bah si, c'est quand même bien bancal. Que ça soit avec les locaux, comme la petite guéguerre qu'on voit entre les commandements des Alliés, là, qui se tirent la bourre pour avoir le beau rôle. Voilà, le débarquement de Montgomery est grand moment. Alors, comme je vous disais, attention à partir de l'épisode 4, et d'ailleurs, il y a un déroulement dramatique dans l'épisode 4 qui vous cloue littéralement sur place, et après, ça va, mais crescendo. Vous arrivez au dernier épisode, dernière scène, pied au plancher, et là vous vous dites, oh putain, c'est quand la saison 3? Voilà, parce que là, alors là, il faut pas qu'il fasse ça. Il faut vraiment qu'il y ait une suite. Hein. C'est pas... Voilà, on imagine bien qu'il y ait une suite parce qu'ils sont en train de libérer l'Italie, et quand la fin de l'épisode, enfin la fin de la série finit, quand ils commencent ils reviennent en Écosse, le SAS, parce que c'est la vraie histoire, pour s'entraîner pour le fameux débarquement en Normandie. Honnêtement, vous vous dites qu'ils vont le faire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se permettre de finir la série comme ça. C'est automatique. De toute façon, à mon avis, c'est automatique qu'il va avoir au moins 4 saisons où la fin, c'est Berlin. C'est tellement indiqué 2-3 fois par les personnages que vous vous dites, sauf s'ils sont vraiment plus d'argent pour faire la série. Ou alors, il faut qu'ils fassent un one-shot, c'est-à-dire 1h30 et qu'ils nous la fassent, quoi. Parce que, alors, honnêtement, Jack O'Donnell est véritablement le pilier de la saison 2. Ce type est absolument génial dans ce rôle-là, complètement frappadingue, mais très lucide. C'est-à-dire que sous ces dehors d'Irlandais rugueux, bornés, vraiment taiseux, et complètement, on va dire, complètement tête brûlée, c'est-à-dire que personne n'arrive à lui faire entendre raison, il est particulièrement très réaliste, et quand il contrecarre ses supérieurs, il a souvent absolument raison sur ce qu'il dit. Voilà, donc c'est vraiment un très très bon déroulé de personnages. Alors le seul petit truc que j'ai un peu râlé quand même, c'est que j'aimais bien le personnage de David, malgré le fait qu'il soit trop fleur bleue pour moi et trop un peu cucul à praline, des fois, dans ses réactions, mais j'aimais bien le petit ping-pong entre les deux, qui est un peu moindre avec le frère, avec Bill, mais qui est quand même pas mal. Et moi j'aime bien la relation entre les deux frères qu'on perçoit en filigrane. Elle est assez jolie, je trouve qu'elle est très belle. Il y a 2-3 moments où le Bill explique quelque chose sur son frère, et on comprend qu'il y a une énorme complicité entre les deux, une petite lutte fraternelle mais pas méchante, et qui sont aux antipodes côté caractère et côté façon de faire, mais qui se connaissent, quoi. Voilà. Franchement, c'est une très très bonne série. Rogue Heroes, c'est je trouve une des meilleures séries de guerre, qui parle de guerre, alors de vrai. C'est la vraie histoire, mais comme le dit en préambule, attention, c'est pas une leçon d'histoire. Tous les événements qui déroulent sont vrais, que ça soit la prise de la plage en Sicile, etc., ou la bataille d'Antremoli, mais c'est fait de façon boum boum. Après, ça s'appuie sur quelqu'un qui
qui a été un SAS, hein, donc c'est pas quelqu'un qui connaît pas. Voilà, c'est vraiment la vraie histoire des SAS. Alors bien sûr, vous allez me dire romancé parce qu'il y a des personnages qui n'y étaient pas, mais la base, ça y est, voilà. Mais vraiment, c'est un très 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 bonne saison. Et comme je vous dis, attention, ça monte crescendo. Donc si vous pensez que les 2 premiers épisodes sont un peu, pas mou du genou, mais ouais, ah bah punaise des bois, hein. Vous allez finir étamé, moi je vous le dis. Et donc, dernier, que j'ai vu partiellement. Partiellement pourquoi? Pas parce que je voulais pas le regarder en entier, parce que Canal avait offert à ses abonnés de longtemps un mois et demi gratuit sur Max, qui est la nouvelle plateforme. Alors moi je vous le dis tout de suite, hein, j'ai déjà Netflix et Disney+ et Canal. Canal qui offre quand même énormément de choses, puisque vous avez Apple TV+ et Paramount gratos, enfin dans l'abonnement. Donc je trouve que ça fait beaucoup de plateformes, même un peu trop, et que je regarde pas tout, et que je suis même en pourparlers avec moi-même si je veux vraiment continuer Netflix. Alors après j'ai pris l'abonnement le moins cher de Netflix avec les pubs, honnêtement moi ça me gêne pas. Voilà. Mais parce que je me dis que en fait quand on regarde des fois la télévision, on regarde des films à la télé, il y a des pubs quoi, donc pratiquement sur toutes les chaînes. Donc je veux dire, vous allez pas payer, vous payez pas un abonnement quand vous regardez la télévision, vous regardez par exemple TF1. Bon, TF1 c'est pas top, mais des fois il y a des trucs pas trop mal. Vous regardez, il y a de la pub. Voilà, donc moi ça me gêne pas. Mais voilà, je trouve que ce qui sort, alors là ouais, il y a 2-3 séries, ça m'embêterait d'arrêter maintenant parce qu'il y a 2-3 séries que je suivais, que j'aime bien, qui vont sortir. Mais bon. Bon, on verra bien. Donc là, j'avais un abonnement de 1 mois et demi à Max. Et j'ai vu arriver cette série, donc, qui s'appelle The Pitt. Et je me suis dit, oh là là, mais moi, il faut que je la voie. Et j'ai pensé que Canal allait la mettre, enfin, en tous les cas, que Max allait la mettre pratiquement en entier. Il y a 15 épisodes, puisqu'on suit, en fait, une garde complète aux urgences de Pittsburgh, de l'hôpital de Pittsburgh. Et je me suis dit, bon voilà, allez, ils vont la mettre le 10 ou 11 janvier. On a le truc jusqu'au 31 janvier, je vais pouvoir tous les regarder. Eh ben que nenni, parce qu'ils les mettent un par un. Et donc du coup, j'ai regardé que la moitié pratiquement un peu plus de la moitié de la saison. Voilà. Donc je peux pas vous dire ce que j'en pense, parce que je ne sais pas la fin de la saison, je sais pas comment ça va évoluer, je sais pas si ça va être redondant les épisodes malgré les cas des urgences, mais que ça va être redondant au niveau des personnages. Donc on est dans une série qui couvre 15 épisodes, 15 heures de garde, donc un épisode couvre 1 heure. On suit principalement un médecin qui s'appelle le docteur Robbie, en vérité qui s'appelle Michael Robinavich, qui est joué par Noah Wyle. Noah Wyle que, si vous connaissez Urgence, vous savez être le docteur Carter, donc qui reprend un rôle d'urgentiste au moins 20 ans après. Je me suis dit, tiens, on va voir ça. Et donc quand il arrive, il déboule avec de la musique dans les oreilles, il déboule aux urgences qui sont complètes. Et pour lui, c'est un jour normal. Et on va suivre heure par heure sa garde aux urgences en tant que médecin responsable des urgences. Donc avec les nouveaux internes qui viennent d'arriver, les nouveaux étudiants en médecine qui viennent d'arriver, ces internes attitrés qui sont là, les patients qui déboulent, donc tous les cas possibles et inimaginaux, que ça va de la simple bobologie à l'alcoolo d'habitude, à un jeune homme qui arrive, qui a pris de la drogue et dont le cerveau va griller, jusqu'à la détresse d'enfants dont le père Alzheimer est en train de mourir et ils savent pas s'ils doivent le débrancher ou pas. Voilà, tout ce qui peut se passer dans le service des urgences ou en tous les cas dans un service hospitalier. Sans compter bien sûr que lui doit gérer la directrice administrative qui vient en gros lui demander diverses informations, lui reprocher des excès, lui dire que
il n'y a pas assez de patients qui sont soignés, et lui dire que, en gros, ils vont fermer des lits, et donc lui, il dit, mais il y a l'argent, mais c'est simplement vous l'utilisez mal. Et elle dit, non, en fait, on n'a pas trop de personnel. Si, vous avez l'argent, vous pourriez payer mieux le personnel, il viendrait travailler. Voilà, donc voilà, c'est un truc un peu c'est tous les problèmes qu'ont les hôpitaux, on va dire, publics, partout dans le monde. Et bien sûr, au milieu de tout ça, il y a la vie des gens, il y a la vie de ces soignants, donc ça va de l'infirmière-chef qui a tellement l'habitude qu'elle gère ça du feu de Dieu. Vous avez le petit interne, le petit étudiant qui arrive, qui est très empathique, qui est un peu maladroit. Vous avez la gamine surdouée qui se fait chambrer dès le début, mais qui veut mieux faire que les autres et qui doit mieux faire d'ailleurs, et on comprend assez vite pourquoi. Il y a la tête à claque, l'étudiante tête à claque qui se prend pour la méga star, qui va être chirurgienne, et donc qui veut faire des actes pour faire des actes uniquement parce qu'en fait les gens sont juste des numéros et juste de la viande à découper. Vous avez la chirurgienne super douée qui se la pète et qui insupporte la moitié des urgences. Vous avez le beau gosse de service, mais qui est, attention, marié avec 2 gosses et qui survole ça, mais alors c'est un très bon médecin, mais qui survole le tout. Et vous avez tous les autres. Voilà, donc honnêtement, ça m'a beaucoup rappelé Urgence, mais post-Covid, avec tous les soucis sanitaires actuels, avec toutes les exigences financières actuelles, et avec un recul d'un vieux de la vieille, en fait, un peu comme si le docteur Carter était resté aux urgences de Chicago, qu'il était un peu dépité, désabusé, mais qu'il voulait toujours soigner et qu'il était là. Voilà. Alors je ne sais pas du tout comment ça va finir, je ne sais pas du tout quels vont être les enchevêtrements comment dire, des personnages, parce que chacun a des soucis personnels, chacun a quelque chose qui se passe dans sa vie, etc. Donc il y a peut-être sûrement des choses qui vont se dérouler, peut-être qu'ils vont perdre des soignants, j'en sais rien. Donc voilà, j'ai vu que la moitié des épisodes, donc je ne peux pas donner un avis parfait. Si vous avez Max et que vous avez décidé d'avoir un Max, ou que vous l'avez gratuitement sur une box, parce que ça peut arriver, et que vous regardez The Pitt, n'hésitez pas à me dire la fin, parce que je ne payerai jamais un abonnement de Max. Alors je pense qu'à un moment donné il va arriver sur Canal, parce que très souvent les séries de ce genre de chaînes qui sont affiliées, qui peuvent se prendre dans le bouquet, dans un autre bouquet que de Canal, très souvent ça repascule sur Canal à un moment donné. Voilà. Mais quand il arrivera sur Canal, je regarderai la fin, mais je suis pas non plus accro. Ça aurait été Rogue Heroes, je vous aurais dit, j'aurais peut-être prolongé d'1 mois mon abonnement. J'aurais payé un abonnement d'1 mois pour voir la fin. Là, non. Voilà. Donc on verra bien. Voilà. Donc ça, c'était le point culturel / favori / ce que vous voulez du mois de janvier. C'est toujours un bonheur de faire ce genre de choses, parce que ça me permet de vous dire ce que j'ai vu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez vu, pas vu, etc. Sachant que j'ai repéré déjà 2 séries pour le mois de février, dont une sur Netflix avec le sublime Richard Armitage, mais bon, vous savez mon goût pour ce genre de garçon, enfin d'homme, parce qu'il a pas 3 ans et demi. Oh non, là, non, il a plus que 3 ans et demi quand même. Il a bien mon âge, lui. Donc bon, on se calme. Et le deuxième que j'ai repéré, c'est sur Paramount, c'est la saison 2 de Lioness. La première était pas mal, c'est survitaminé aussi, c'est un truc de guerre, machin, d'espionnage et tout, donc on va voir si je le fais. Après, j'ai vu qu'il y avait The Night Agent qui va aller revenir sur Netflix. Enfin, il y en a 2 ou 3 de séries qui arrivent là. Donc en attendant, Andor,
Ah bah si, quand même. Voilà, donc on verra bien. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, pas aimé certaines séries, si vous vous dites « Ah bah tiens, il n'y a pas de film ». C'est vrai que j'ai pas regardé, enfin si j'ai regardé, mais des vieux films, enfin des films que j'avais déjà vus, donc c'est pas la peine de vous en parler. J'ai pas vu de nouveautés. Voilà. J'ai très peu envie d'aller au ciné en ce moment donné. Je sais qu'il y a beaucoup de films français qui sont sympas. Mes collègues me disent ah celui-là, celui-là, celui-là. Pour l'instant, il n'y a rien qui me donne vraiment envie d'aller me lever les fesses de mes bouquins et d'aller au cinéma. Donc on verra bien. Allez, bisous, bisous. À la semaine prochaine. Et puis faites attention à vous. Ciao. Et passez à travers la grille parce qu'elle est affreuse.